Bonjour, avec cette vidéo, je voudrais parler de la situation en France. Ça peut être la même chose dans d'autres pays d'Europe, mais principalement en France, et on va voir que c'est très lié en fait à l'expatriation. Donc, j'ai vu ce matin ce titre dans Le Parisien: l'instabilité politique n'a pas aidé, plus de 60 000 patrons au chômage en 2024, un niveau record. Donc, on voit une interview, hein, donc le chômage record des chefs d'entreprise, certains finissent par dormir dans leur voiture. Témoignage: je me sentais terriblement coupable, comment l'aventure de cette chef d'entreprise a tourné court. Il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. Tout d'abord, il y a la question de l'instabilité politique. Effectivement, les chefs d'entreprise l'ont tout à fait remarqué. Si on compare la France avec d'autres pays européens, comme par exemple ici l'Italie, on voit que le spread avec l'Allemagne n'arrête pas de baisser, ce qui veut dire un gain de confiance de l'Italie. On voit qu'il en est à peu près de même pour l'Espagne. L'Espagne qui maintenant, avec un 10 ans à plus 3,47%, est passée en dessous de la France, hein. Donc ça veut dire que l'Espagne emprunte moins cher que la France, alors que on voit très bien, hein, avec ces courbes, que la dissolution et l'échec économique de la politique actuelle, hein, qui a mené quand même, il faut le voir, à plus de 100 000 milliards de dettes supplémentaires, au total 3 300 milliards de dettes pour l'État français. C'est devenu quelque chose d'insupportable pour les marchés financiers, et donc ça met la France dans une situation catastrophique. On est dans une situation de crise qui a été créée en 2024, enfin qui est apparue, on va dire, en 2024, et donc associé à ça, évidemment, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte, beaucoup de faillites. Je m'en suis fait l'écho dans différentes études. On voit où on en est actuellement, hein. Alors là, c'est les chiffres de janvier 2025, mais on voit que sur un an, en fait, on a à peu près 66 000, en arrondissant, faillites d'entreprise. Mais la situation n'est pas prête de s'améliorer, parce que si on regarde ce qui s'est passé auparavant, je veux dire, là par exemple, on avait la crise des subprimes. On voit qu'il a fallu à peu près un an pour que ça redescende vraiment. Alors que là, on est peut-être arrivé au haut, mais voilà, avant que le taux de défaillance diminue vraiment, eh ben, il va falloir attendre un an. Et puis derrière, on voit clairement qu'il y a toujours des rebonds, hein. C'est le cas aussi dans la très grave crise des années 90, hein, pareil. Il a fallu un an pour que ça redescende vraiment. Et derrière, on a quand même eu un rebond technique, si j'ose dire, qui fait que finalement, on n'arrive pas sur voilà, on arrive sur ces valeurs moyennes-là, mais sûrement pas à des baisses de faillite d'entreprise comme on a connu auparavant, à un horizon de 3 ans, on va dire. Un horizon de 3 ans, 3-4 ans même, on voit que, et là plus, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc voilà. Malheureusement, on est arrivé dans un moment avec des niveaux de faillite importants. On sait qu'il y a les PGE qui vont devoir être remboursés. Moi, je trouve que c'est absolument scandaleux. Je ne comprends pas pourquoi les patrons ne disent rien. On les a obligés pendant la pandémie à fermer boutique, donc on leur a pris du chiffre d'affaires dans leur poche, et ensuite on leur a dit, bah voilà, si vous voulez de l'argent, vous l'empruntez. Normalement, c'est une indemnisation qu'il devrait y avoir, et non pas un emprunt comme ça s'est passé. Donc voilà, donc j'imagine que les accointances politiques, une majorité de chefs d'entreprise étant du côté des gens qui ont été élus depuis 2012, en fait, voilà, sont fait avoir, il n'y a pas d'autre mot, mais maintenant, le prix est à payer, et c'est un prix qui est extrêmement lourd. C'est un prix qui est vraiment très très lourd.
à cause de ça justement et on n'est pas sorti de l'auberge. C'est d'autant plus grave que vous avez l'aspect des PGE qui a remboursé et le deuxième point, c'est que vous avez une dette qui est absolument faramineuse. Le problème de cette dette faramineuse, en soi, c'est pas peut-être pas la dette en elle-même, mais c'est tout simplement le fait que normalement, quand on est dans ces situations de crise, de très graves crises économiques, eh bien vous avez des aides de l'État qui arrivent pour pouvoir justement, ou des dépenses de l'État qui arrivent justement pour pouvoir maintenir à flot les entreprises. Mais c'est des dépenses supplémentaires. Or là, on n'est plus du tout dans cette optique-là, puisqu'il va falloir économiser un maximum. Et donc, voilà, ça va poser vraiment de très très gros problèmes au niveau des entreprises. Alors, parmi les entreprises, je sais qu'il y a une confusion qui se fait très souvent. On va venir à l'expatriation, hein. Mais d'abord, je présente la situation. Donc, quand on regarde sur l'INSEE, hein, la création d'entreprises, en fait, vous avez deux courbes, la courbe bleue et la courbe rouge. Ils donnent dans l'humour, peut-être. C'est quoi la différence entre ces deux courbes? C'est que dans la courbe bleue, vous comprenez les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs. Donc ça veut dire des structures unipersonnelles. Donc vous avez une personne qui, euh, qui travaille dans cette entre guillemets entreprise. Et en rouge, vous avez les vraies entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont vraiment faites par des groupes de personnes où il y a des investissements, hein, ça c'est très important. Et donc, si vous voulez, c'est un marqueur, c'est ça le marqueur réel de l'état de l'économie. Et on voit bien que le marqueur réel de l'économie, eh bien, il est à l'arrêt. Il est vraiment à l'arrêt, malgré, malgré tout l'endettement qu'il y a eu, parce que c'est ça qu'il faut voir. On peut considérer que c'est un niveau haut par rapport à ce qu'il y avait avant, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, beaucoup d'argent qui a été déversé dans l'économie, d'où la dette, hein. Et donc, si vous voulez, ce niveau-là de création d'entreprise, il est complètement artificiel. Et c'est ça le vrai marqueur. Pourquoi ça, c'est pas le vrai marqueur? Bien, c'est pas le vrai marqueur parce que le truc, c'est que quand les gens sont au chômage, donc quand vous avez des faillites d'entreprises qui commencent à s'accélérer, ce qui a été le cas par exemple au quatrième trimestre 2023, vous voyez une explosion du nombre d'auto-entrepreneurs. La raison en est très simple, c'est que les gens sont mis au chômage et que plutôt que d'aller pointer au chômage, bah, finalement ils sont auto-entrepreneurs et ils sont sous-payés, ils ont une sous-protection sociale. Enfin, c'est un espèce de sous-salariat en fait. C'est ça la réalité du micro-entrepreneuriat pour une grande partie des micro-entrepreneurs. Bon, il y en a qui sortent très bien leur épingle du jeu, c'est vrai, mais c'est loin d'être la majorité. C'est très très loin d'être la majorité. L'augmentation de micro-entrepreneurs est plutôt un signe d'augmentation de la précarité en France. C'est pas pour rien d'ailleurs que on voit, hein, que l'augmentation des micro-entrepreneurs, pas dans cette phase-là, parce que cette phase-là, c'est un peu une phase de rattrapage. À l'époque, les auto-entrepreneurs, ça avait permis de libérer, eh bien, pas mal de gens qui voulaient vraiment créer une entreprise. Mais si vous voulez, on aurait dû garder la distance entre la courbe bleue et la courbe rouge constante. Le fait que la courbe bleue ait explosé ici à la hausse pendant les Mozart de la finance, hein, c'est-à-dire bon, 2012, 2013, etc., montre en fait qu'il y a eu une augmentation de la précarité en France. C'est ça que ça veut dire. C'est ça à quoi correspond cette courbe. Alors, on transforme ça en entreprise dans les statistiques parce que ça correspond, il faut bien comprendre, c'est pas une manipulation machiavélique, c'est juste que ça correspond à à quelque chose qui a été répertorié de manière administrative. Quand vous êtes, voilà, vous êtes auto-entrepreneur, bah, il y a une case auto-entrepreneur et on appelle ça auto-entrepreneur. Mais la réalité économique qui compte, pour le coup, eh bien, c'est que tous ces gens-là sont en fait
où beaucoup de ces gens-là sont dans la précarité. Et tout ce qui est en plus là de cette distance, hein, vous voyez, il y a ici en gros hein, 560. Ici vous avez, on va prendre 260 pour faciliter les choses, vous avez un écart de 300 000, hein, 300 000 créations d'entreprises. Bon, normalement, vous devriez ici avoir 300 000 de différence. Donc, si vous prenez 400 plus 300, ça fait 700. Hein. Donc, ça veut dire que le niveau bleu, il devrait se trouver là. Pour cette période-là, il devrait se trouver ici. Toute la différence, c'est de la précarité. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en sous-emploi, sous-payés, sous-protégés socialement. Ils ne gèrent personne, ils sont seuls, ils sont extrêmement vulnérables. C'est les gens qui sont qui sont dans le transport, hein. C'est les entreprises qui sont répertoriées entre guillemets dans les transports où vous voyez les gens tout simplement dans la rue en train de distribuer des repas ou de faire du transport sur des vélos ou etc. Enfin, je veux dire, voilà la réalité de ces chiffres-là. Donc, et c'est ça le problème de l'entrepreneuriat, et c'est juste un affichage. Donc, je vous ai dit que j'allais parler, pour revenir à ça, de la partie expatriation. Donc, moi, c'est surtout ce qui m'a incité à faire cette vidéo, en fait, c'est ces deux choses. Certains finissent par dormir dans leur voiture, donc oui, effectivement, parce que la situation peut devenir vraiment assez catastrophique. Mais ceux qui dorment pas dans leur voiture sont pas mieux lotis. Et donc voilà, j'imagine que c'est un référence à un homme. Et puis là, là on voit une femme. Je me sentais terriblement coupable. Voilà, chef d'entreprise. Bon, déjà coupable. Je pense pas que les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, hein, doivent se sentir coupables de l'échec de leur entreprise. Je veux dire, l'échec d'une entreprise, c'est une entreprise. Dans le sens, voilà, il y a plusieurs sens dans le terme entreprise. Et quand on fait une entreprise, hein, c'est ce qui se passait avant. C'était l'entreprise d'aller faire du commerce à l'international, etc. Le bateau pouvait couler, donc je dirais la cargaison aussi, ou attaqué par des pirates, etc. Donc quand on parle d'entreprise, on parle nécessairement d'une possibilité d'échec. L'échec fait partie absolument intégrante du parcours. Je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas à se sentir coupable. Personne dans son métier n'a jamais fait zéro erreur. Et évidemment, il se trouve que quand on est chef d'entreprise, ben, l'erreur, elle est sanctionnée par la perte de l'entreprise, par l'endettement et ce genre de choses assez désagréables. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même quelque chose qui est vraiment euh, mal vécu, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, l'échec d'une entreprise, eh bien, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, ça fait même partie du parcours de l'entreprise. Il peut pas y avoir d'entreprise, de création d'entreprise sans échec d'entreprise. Ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça. Donc, je pense que ça, c'est déjà un point fondamental. C'est un point, malheureusement, en France, qui est assez mal compris. Quand on échoue dans une entreprise, au contraire, on a acquis une expérience du fait d'avoir échoué dans l'entreprise. Donc, c'est particulièrement positif. Si je devais investir dans une entreprise créée par quelqu'un qui a jamais connu aucun échec, qui n'a jamais monté d'entreprise, qui a des beaux diplômes, qui a un bel affichage, des belles présentations, de tout ce que vous voulez, et voilà, et quelqu'un qui s'est pris une ou deux gamelles dans une entreprise après l'avoir fait tourner, etc., et qui semble avoir compris évidemment le pourquoi ça s'est mal passé, qui est capable de l'expliquer surtout, eh bien à ce moment-là, je préfère 100 fois investir dans la seconde personne parce que justement cette personne, elle a compris, elle a saisi le truc. Mais moi, j'ai été chef d'entreprise qui est créateur d'entreprise à l'international et j'ai pas été chef d'entreprise en France, par exemple.
Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Il y a deux aspects maintenant sur la compréhension aussi de ce que c'est que le chef d'entreprise. Encore une fois, le chef d'entreprise, c'est vous devez être plusieurs. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous voyez. Auto-entrepreneur, c'est pas un entrepreneur, c'est un sous-salarié, c'est un sous-freelance, mais il n'a pas, si vous voulez, toutes les attributs, il n'y a pas aussi toute l'expérience qui vient avec le vrai chef d'entreprise qui doit encadrer des gens, vous voyez, parce que c'est ça en fait le truc. Quand vous êtes chef d'entreprise, en fait, vous devez manager des gens. Si vous managez personne, vous n'êtes pas chef d'entreprise. C'est pas parce que vous savez remplir des papiers administratifs que ça fait de vous un entrepreneur. Ce qui fait de vous un entrepreneur, c'est que vous avez une équipe à gérer et vous gérez cette équipe, voilà, bien ou mal, mais c'est ça. Donc, maintenant, la problématique de l'échec dans l'entreprise, quand on est un entrepreneur, donc un vrai entrepreneur qui a échoué, ça peut être un dirigeant de start-up avec trois personnes, hein, je veux dire, c'est pas nécessairement des centaines de personnes, ça peut être juste ou le patron d'un café, d'un restaurant, ou le patron d'un hôtel ou d'un ensemble de, je sais pas, de location Airbnb avec des intervenants qui doit gérer pour... Voilà, c'est ça un chef d'entreprise. Donc, si vous vous plantez dans cette situation, la mentalité que vous devez avoir, c'est la mentalité que vous devez avoir, qu'on a à l'étranger et qu'on rencontre à l'étranger. Parce que le problème, c'est qu'il y a un problème absolument culturel en France qui fait justement que les gens se sentent coupables, alors qu'elle n'a pas à se sentir coupable du tout. Je veux dire, pourquoi se sentir coupable? Coupable de quoi? Je veux dire, chacun fait des erreurs et je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de malhonnêteté, où il n'y a pas voilà, de choses comme ça, justement, il n'y a aucune raison de se sentir coupable. Au contraire, ça veut dire que vous avez gagné en expérience. Donc le problème, c'est de faire valoir cette expérience. Le problème, c'est en France, culturellement, c'est difficile. Déjà, vous le sentez vous-même. Le fait de dire je me sens terriblement coupable, déjà vous vous mettez dans la position en fait d'un échec permanent et définitif du style je serai jamais entrepreneur parce que je suis pas capable, parce que j'ai fait une bêtise, etc., etc. C'est pas comme ça la vie. La vie, quand on est à l'étranger, quand on est en expatriation, on comprend très bien que, eh ben, on crée une entreprise, on la fait marcher, ça marche tant mieux, ça marche pas, on en tire des conséquences. Euh, il y a toujours des gens qui sont prêts à faire confiance et qui comprennent, surtout le plus important, c'est que quand vous avez connu un échec comme chef d'entreprise, eh bien, vous êtes quelqu'un de particulièrement valable, quelqu'un qui, au contraire, est quelqu'un de très intéressant pour monter un nouveau business parce que justement, vous avez connu l'échec, si vous voulez. En fait, ce qui est considéré et ce que vous avez culturellement inclus en vous-même en France, qui est voilà, un espèce de péché définitif, c'est exactement le contraire à l'étranger. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont considérer au contraire que vos échecs, eh bien, vous ont permis d'apprendre. Parce que c'est pas facile de monter une entreprise. C'est difficile de gérer des gens. C'est extrêmement difficile. Il y a, il y a pas beaucoup de gens qui ont les qualités, comment dire, managériales, qui, à mon avis, sont des qualités innées. C'est-à-dire, il n'y a pas de formation pour ça. C'est pas parce que vous avez fait bac+10 que vous êtes un bon manager. Quelqu'un qui n'a même pas de diplôme peut être un bien meilleur manager que quelqu'un qui a sorti avec un doctorat. C'est pas la question. On est dans la gestion des hommes, on n'est pas dans la résolution d'un problème mathématique. Ça n'a strictement rien à voir. Ce qui se passe en France au niveau politique le montre très bien. Je veux dire, vous avez beau avoir des gens qui sortent des meilleures écoles, la catastrophe, elle est là justement. Et donc, le truc,
c'est que cette expérience-là d'échec d'entreprise, vous pouvez la monnayer à l'international. Vous pouvez la monnayer à l'international, vous pouvez recréer quelque chose à l'international, mais pour ça, évidemment, vous êtes obligé quelque part de vous expatrier. Mais si vous voulez, euh, vous pouvez très bien vous expatrier avec cette qualité que vous avez dorénavant, c'est la qualité d'avoir échoué dans une entreprise. Parce que le fait d'avoir dirigé, créé et puis dirigé votre entreprise, ça vous a mine de rien appris pendant des mois, pendant des années. En fait, à gérer une entreprise, c'est pas facile. À faire le marketing, à faire le commercial, à vous occuper de la production, à vous occuper de la distribution. Euh, Tout ça, c'est des choses. Il y a des formations à l'international qui s'appellent les MBA, qui sont des formations, qui sont sur ce type de sujet-là. Et donc, nécessairement, vous êtes très recherché. Vous avez aussi, venant de France, un autre avantage. Alors, je ne sais pas si c'est quand même toujours valable, mais généralement, les Français, dans le domaine justement création d'entreprise, etc., entrepreneurs, sont très très bien vus. Donc ça veut dire si vous êtes quelqu'un de la tech, vous avez énormément de gens de la tech qui sont partis dans la Silicon Valley aux États-Unis, mais vous avez des gens qui sont partis un peu à droite à gauche dans le monde. Vous avez beaucoup, par exemple, de restaurateurs, de chefs de cuisine, de boulangers, de pâtissiers. Donc vous voyez, c'est pas des diplômes bac+10, mais c'est des gens qui ont réussi vraiment à l'international. Nouvelle, et j'étais obligé de couper parce que vu le titre, je pouvais pas la laisser sur YouTube. Donc, mais je pense aussi, il y a d'ailleurs, puisque je suis sur le sujet en fait, et que je vois que cette news, qui est quand même une news qui est très importante, hein, elle a dû rester quelques dizaines de minutes, quelques demi-heures peut-être sur le site, puis est très vite remplacé. Je veux dire, il est actuellement 11 heures, donc on voit bien en fait que on n'a pas une information qui est vraiment complètement, qui est une information assez triée pour être gentil. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, hein, c'est que en termes de défaillance, de création d'entreprise, etc., vous avez beaucoup de Français qui se sont expatriés à l'étranger et qui ont vraiment bien réussi. Vous avez des dizaines de milliers de Français qui ont créé des entreprises et qui font marcher des entreprises à l'étranger dans des cadres qui sont des cadres législatifs. Je parle même pas des impôts, je parle juste des contraintes de normes, juste de la paperasserie administrative. Vous avez et puis aussi de la manière de faire du business, hein, la manière aussi de la qualité des relations avec les gens, etc. Ben, vous avez énormément de Français en fait qui ont créé des entreprises à l'étranger, qui s'en sortent très bien, qui créent des emplois, qui créent de la valeur. Malheureusement pour la France, bah, c'est terrible. Seulement la France, c'est plutôt un pays où c'est plutôt l'administration et un peu tous ces gens-là en fait qui détiennent le pouvoir et qui veulent absolument pas le lâcher. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même tenir compte des réalités pour soi personnellement et puis pour sa famille. Et donc, l'expatriation peut vraiment être une solution de rebond à partir du moment où vous avez connu un échec dans la création ou dans votre entreprise, parce que c'est une expérience qui va être valorisée ailleurs. Euh, et ça peut être vraiment dans toute une diversité de pays. Après, voilà, vous avez des opportunités qui peuvent se présenter. C'est pas, je ne vais pas nécessairement donner des zones géographiques. Après, c'est un peu à vous de trouver ça selon votre affinité. Mais il faut bien comprendre aussi, surtout si vous avez jamais travaillé à l'étranger, c'est que les pays étrangers, ce sont quand même, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des problèmes aussi en France, hein. Les problèmes, l'étranger, c'est quand même beaucoup développé depuis des dizaines d'années. Euh, il y a un choix de pays, disons, qui ont atteint un stade de développement qui est quand même beaucoup plus important maintenant qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans.
Et donc, vous avez là encore la possibilité de, 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 de créer de la richesse, de créer des emplois, de faire des choses bien, et surtout de valoriser cette expérience, donc de transformer, si vous voulez, ce qui vous semble un échec indépassable, hein, ce qui est vraiment une illusion grave. Enfin, franchement, si vous êtes planté dans une entreprise, n'abandonnez pas, parce que justement, cette expérience d'échec, en fait, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Euh, c'est probablement un moment assez difficile à passer, mais mais vous avez créé quand même quelque chose malgré tout. Je veux dire, sauf évidemment si vous vous êtes planté au bout de 3 mois. Bon là, là effectivement c'est peut-être un peu difficile. Peut-être vous devez un peu faire le bilan, de voir au niveau de vos compétences, de vos qualités personnelles aussi, hein, si vous êtes capable de manager une équipe. Mais à partir du moment où vous avez fait durer votre entreprise, voilà, je sais pas, plus d'1 an, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, ça veut dire quelque chose, ça vous a appris quelque chose. Vous avez vraiment une expérience. Et si vous voulez, moi personnellement, j'aurais vraiment, encore une fois, hein, je préfère donner de l'argent, investir dans l'entreprise créée par quelqu'un qui s'est planté auparavant, que par quelqu'un qui sort de l'école avec un beau diplôme et qui connaît rien à rien ou pas grand-chose. Même avec de l'expérience professionnelle, je veux dire, gérer une entreprise, manager, c'est autre chose. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Après, les raisons pour lesquelles votre entreprise s'est plantée, il y a tout un tas de raisons. Ça va de la mésentente avec un associé, ça va avec le manque de trésorerie à un moment donné, ça peut être vous vous êtes trompé de marché, hein, je veux dire, voilà, mais encore une fois, ça arrive à tout le monde, c'est le genre de choses qui arrivent, c'est comme ça. Ça peut être une nouvelle loi qui est disruptive pour votre activité. Euh, donc, vraiment, il faut comprendre que vous avez, grâce à cet échec, en fait, vous avez vraiment une qualité qui est très importante et vous valez beaucoup plus, en fait, personnellement, vous valez beaucoup plus, si vous voulez, qu'avant votre échec. Mais pour ça, je pense c'est absolument indispensable de. Vous n'êtes pas obligé de penser vous expatrier de manière définitive. Après, c'est un choix personnel, ça vous regarde. Mais au moins pour rebondir, au moins pour recréer rapidement quelque chose derrière. Je ne pense pas qu'il faille attendre des procédures qui durent des années, évidemment, parce que je veux dire, c'est pas pour rien que votre entreprise se plante quand même. C'est parce que on est quand même, enfin, en France, il y a quand même une situation administrative qui est quand même catastrophique. Vous créez une entreprise, c'est facile, hein, c'est 10 minutes, vous signez un papier et c'est bon. C'est tout le reste qui est après derrière qui est un enfer, hein. Donc, parce que pourquoi c'est un enfer d'ailleurs? Et pourquoi c'est moins un enfer ailleurs? Ben, c'est un enfer tout simplement parce que vous avez des gens qui sont payés pour s'occuper de la paperasse administrative que vous produisez, hein. Et donc pour les maintenir dans l'emploi, il faut absolument maintenir toute cette complexité. Parce que s'il n'y avait pas de complexité, ces gens-là, ils seraient au chômage. Donc ils ne voteraient pas pour ceux qui sont au pouvoir. Donc c'est pour ça que il faut vraiment aller ailleurs, créer votre entreprise ailleurs, et vous verrez que les qualités que vous avez, alors ça marchera pas pour tout le monde, hein, évidemment, hein, c'est pas l'échec, c'est pas non plus un passeport pour la réussite, mais quand même, c'est quand même des points supplémentaires. Vous savez maintenant, disons, à quoi vous devez faire attention, et je pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Mais ça sera beaucoup plus facile pour vous en expatriation, même si ça vous semble quelque chose d'assez terrible. Euh, je vous dis encore une fois, moi j'ai vu des gens, hein, dans ma carrière aller à l'international, en Asie, vraiment dans des coins où on penserait pas, où on trouve des gens qui ont des business, voilà, fleuristes, hein, boulangers, vendeurs de fromage, euh, pas mal de choses effectivement autour de l'Horeca, hôtel, restauration, café. Et
voilà, de l'événementiel, la tech, la biologie, etc. Vraiment, il y a vraiment tout un panel de possibilités et vous devez prendre absolument, si vous voulez, ce passage à l'étranger vous fera prendre conscience en fait que votre échec a été au contraire une formation qui vous a valorisé vis-à-vis du tissu business. Et quand vous aurez donc réussi, eh bien à ce moment-là, bah, vous comprendrez que votre premier échec a été la première marche euh, pour grimper l'escalier vers la réussite en fait, hein, tout simplement. Mais vous devez passer un moment, vous planter et c'est comme ça. Mais après, pour rebondir, euh, le plus simple, c'est vraiment de partir, de s'expatrier à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que je mets cette vidéo sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.